Donc, bonjour à tous et bienvenue dans le jeudi de la procrastination active. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique, médium, énergéticienne et magnétiseuse. J'accompagne les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, à leur âme, à leur profonde énergie pour devenir la meilleure version d'elles-mêmes. On a commencé ces jeudis de la procrastination active sur l'image de soi, sur le concept de l'image de soi. Et aujourd'hui, on continue avec Alex Rebel. Alex, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, Alex Rebel, j'accompagne les hypersensibles sur leur chemin. Je suis aussi enseignante et voilà, je suis grande voyageuse. Voilà. Ok. Alex, j'ai souhaité t'inviter dans cette émission pour justement ton parcours avec l'hypersensibilité parce que quand on s'est rencontrés, tu as fait beaucoup de choses. J'ai blablabla, je vais y arriver, hein, c'est un peu dur aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup aimé ta manière d'aborder le sujet de l'hypersensibilité et j'ai trouvé qu'il allait vraiment très bien avec l'image de soi parce que la plupart des gens qui sont hypersensibles ont une image de soi très dévalorisée. Et comment toi tu amènes ça? Comment tu le vois, toi, cette image dévalorisée liée à l'hypersensibilité? C'est quoi qui, d'après toi, amène à cette image-là? Ben, je pense qu'on est les hypersensibles doutent tout le temps de tout. Donc, je pense déjà qu'on doute de nous-mêmes en premier lieu. Ensuite, on est des personnes qui voyons tout dans le détail. Donc, que ce soit dans une pièce, mais aussi sur une personne, on va dire. Et puis, alors, sur nous-mêmes, évidemment, on va tout voir, quoi. Donc, très perfectionniste et très critique. Donc, évidemment, très critique d'abord envers nous-mêmes, je trouve. Et tout ça fait que… Et puis aussi le fait qu'on est très dépendant du regard des autres. Ouais. Donc, tout ça fait qu'on est en totale critique tout le temps, en total doute tout le temps, et puis beaucoup plus vis-à-vis de nous-mêmes que vis-à-vis des autres. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, puisque j'ai l'impression que quand il s'agit des autres, on leur trouve tout le temps plein de qualités et plein de belles choses, quoi. Donc, alors qu'on est presque pratiquement des fois incapable de le faire pour nous-mêmes. Enfin, Non, mais c'est ça, c'est complètement. Je crois que c'est un travail que tu fais quand même avec le temps. Tu peux faire avec le temps de reprogrammer un peu ta façon de penser. Euh, mais est-ce que tu penses du coup qu'en fait cette image qu'ont les hypersensibles d'eux-mêmes, parce qu'elle se construit, l'image, elle se construit quand même dès le plus jeune âge finalement, elle est liée uniquement qu'à l'environnement familial, ou toi qui insistes justement, tu penses qu'il peut y avoir aussi une corrélation avec l'environnement éducatif, alors je vais dire l'éducation nationale, mais je sais que tu es suisse, donc je ne sais pas si ça s'appelle pareil chez vous. Mais penses-tu qu'en fait, le milieu scolaire aussi dans lequel évolue l'enfant, parce que moi, en fait, je me rappelle quand j'étais gamine, je me suis souvent sentie en fait très vite jugée par les professeurs ou par les instituts. Tu vois. J'en parlais il y a pas longtemps avec une amie et je lui expliquais que je pense que je suis neurodroitière et que j'ai en fait été une gauchère contrariée. Et je lui disais, je me rappelle petite, en première année maternelle, où toi, je tiens mon stylo, toi qui t'inscris, je tiens mon stylo avec les deux doigts. J'ai toujours été tenue comme ça. Et quand j'étais petite, mais j'ai vraiment ce souvenir où on me scotchait les doigts sur un cube pour rentrer sur le stylo et qu'on me scotchait les doigts dessus, tu vois. Et déjà, je trouve que rien que ça, non, c'est vachement violent. Mais de toi, ça te renvoie une image, mais tu n'es même pas capable de faire comme les autres élèves de ta classe et de tenir correctement un stylo. Tu vois, c'est vachement violent. Et dès là, tu commences à construire ton image en te disant, mais en fait, je suis nulle, quoi. Tu commences de suite, je suis nulle. Je ne sais pas tenir un stylo correctement. Je ne sais pas, enfin, tu vois, j'avais du mal à découper aussi, tu vois. Bon, aujourd'hui, hein, maintenant, je gère très bien ma main droite et beaucoup moins bien ma main gauche, du coup. Mais tout ça pour dire que à quel moment finalement l'environnement scolaire euh, peut aussi créer quelque chose dans la création d'image de soi qui n'est pas forcément positive, tu vois. Et je n'étais pas très correcte ma phrase, mais parce que je pensais à autre chose en même temps, parce que du coup, à l'inverse, j'ai mon fils qui est aussi un gaucher contrarié.
et qui, lui, on l'a jamais forcé à tenir son stylo de la main droite. Il a toujours été servi de la main gauche jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Et par contre, et c'est pareil, c'est un hypersensible, il a pris de la main droite par mimétisme, par ce besoin de rentrer en fait dans le moule, dans le cadre, tu vois. Et du coup, c'est pareil. Ça renvoie aussi à l'image de soi. Quand il est rentré à l'école, il n'était pas comme les autres, parce que il n'était pas comme les autres. Bien sûr que physiquement, il était comme les autres, mais lui, dans sa tête, ben, il ne fonctionnait pas pareil. Et du coup, il a essayé de copier, d'être dans le mimétisme, et du coup, il s'est obligé à écrire de la main droite. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est illisible en vrai. Mais bon, mais toi, ça, c'est. Bah, écoute, moi, mon rêve déjà, ça me fait penser, ça me vient maintenant, mon rêve, ce serait de pouvoir faire connaître l'hypersensibilité à l'école. Parce que je trouve que déjà, bah, en tout cas en Suisse, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants qui connaissent ça. Euh, on parle de, des enfants à haut potentiel qui seraient hypersensibles, mais il n'y a pas que de la population qui est énorme. Et là, j'en profite, s'il y en a qui sont enseignants, faites attention à ce que vous dites, quoi, parce que ça peut marquer, un enfant hypersensible va tout retenir. Donc, ce qui va passer complètement au-dessus de 1, l'enfant hypersensible, il va le retenir et ça va lui faire mal et ça va l'accompagner toute sa vie. Hein. Donc, c'est clair qu'il faut faire vraiment, vraiment très attention à ce qu'on dit. Et je pense que même en faisant attention, des fois, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Quoi. Donc, même âge que moi, plus ou moins, à l'époque, quand on était à l'école, ça ne m'étonne pas qu'il t'ait scotché ta main. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, à l'époque, c'était n'importe quoi. On n'acceptait pas du tout la différence des enfants. Et puis, moi, j'ai aussi un copain d'école qui a été contraint à écrire de la main droite, qui écrivait illisiblement aussi. Et plein d'autres choses qui se sont passées qui étaient pas OK, quoi. Donc, c'est clair que ça, plus le fait qu'à l'époque, je pense que les parents avaient surtout peur qu'on dise du mal de leur enfant à l'école. Donc, en plus, on se faisait encore engueuler quand on rentrait. Le regard des autres, l'importance du regard des autres sur leur rôle aussi de parents, sur le rôle, sur la manière dont on tient les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'enfants qui font n'importe quoi. Les parents, ils en ont rien à faire. Bon, des fois, un peu trop aussi, parce qu'il y a des enfants qui se mettent aussi en danger ou qui mettent en danger les autres et c'est pas forcément. Voilà, mais comme dans toute chose, à chaque fois, je pense qu'il faut un peu tester les deux extrêmes pour trouver un juste milieu. Et on a été trop strict d'un côté, maintenant un peu trop laxiste de l'autre. Mais à un moment donné, ça va se rééquilibrer, c'est le but aussi, quoi. Mais toi, ça me fait penser, je vois encore en fait des gens euh, qui ont un certain âge, hein, pas trop chez les jeunes, et ça revient un peu quand même chez certains jeunes, qui vont revenir avec des a priori qui peuvent énormément toucher les enfants. Tu vois, comme par exemple, moi, il y a un truc qui me fait sortir de moi, c'est quand j'entends quelqu'un dire à un petit garçon, ne pleure pas, t'es pas une fille, quoi. Mais comment ça me fait craquer, ça me fait dégoupiller parce que je me dis, mais à quel moment tu es en train d'expliquer à ce gamin qu'en fait, dès qu'il pleure, c'est qu'il est une fille, s'il pleure, c'est qu'il est une fille, et que du coup, tu vas l'empêcher de pouvoir, alors que le fait de pleurer, ça nous permet justement de libérer des énergies négatives, ça nous permet de faire tomber des tensions, tout ça et tout, tu vois. Et là, en gros, tu vas lui apprendre que toute sa vie, il va devoir tout gagner, garder à l'intérieur de lui. Et après, ça fait ce qu'on appelle des cocottes minutes. C'est-à-dire, à un moment donné, ça explose parce que le corps n'est pas fait pour retenir autant d'énergie négative, quoi. c'est clair. Moi, ça m'insupporte. Ou alors les trucs de. Je sais pas si tu te rappelles. Ah, c'est pas sorti comme ça, mais genre, en gros, si je t'aime bien si tu es gentil. Tu vois? Il faut que tu Pas sois gentil, gentil mon si tu m'aimes bien. Mais c'est pareil, donc ça veut dire quoi? Qu'en gros, si moi je suis pas gentille ou si je suis pas, si je corresponds pas à l'image, parce que c'est ça, si je corresponds pas à l'image que tu attends de moi, tu m'aimeras pas. Ouais. Et ça, chez les hypersensibles, c'est vachement dur en fait, parce que du coup, ils vont essayer de se conforter constamment au regard des autres, comme tu disais, pour répondre au regard des autres, pour être aimés. Et s'ils ne correspondent pas à ce regard-là, ils ne se sentiront pas aimés. Et c'est vachement fort, je trouve, quoi, tu vois. C'est, euh, et c'est vachement présent encore aujourd'hui, malheureusement. Même si ça se développe, même s'il y a des choses qui bougent, même s'il y a des techniques éducatives qui sont, on peut parler de Montessori, toutes les techniques comme ça, tu dois en connaître beaucoup plus que moi. Moi, par Maria Montessori, je ne suis pas du tout calée dans le sujet.
Mais bon, voilà, où on commence en fait à avoir une école alternative, comme moi, on va dire dans le milieu des médecines alternatives. Là, toi, de ton côté, tu as ce qu'on appelle les écoles alternatives. Ils prennent en compte ça et c'est vachement bien. Tu as pu avoir des expériences ou des retours sur ce genre d'éducation sur des enfants hypersensibles ou des jeunes Ah, écoute, hypersensibles? moi, je connais personnellement très bien la méthode Gattegno, qui est une méthode. Enfin, en fait, Gattegno, c'est un pédagogue qui est à peu près de l'époque de Montessori. Et en fait, lui, son idée, bon, déjà, il a créé le Silent Way pour les gens qui apprennent une langue étrangère. Et puis, lui, il part du principe qu'on n'aurait pas besoin. Il dit en anglais I don't teach them, I let them learn. Ça veut dire je ne leur apprends pas, je les laisse apprendre. Donc, en fait, ce serait l'enseignant qui sortirait comme un peu avec des petites baguettes magiques, tu vois, de temps en temps, comme ça, de faire juste ce qu'il faudrait pour que l'enfant apprenne par lui-même, si tu veux. Et ça, effectivement, au niveau de la confiance en soi, c'est merveilleux parce que l'enfant, il a toujours l'impression que c'est lui qui a appris tout seul, tu vois, que c'est lui qui a trouvé la réponse parce qu'ils savent plein de choses, les gamins. Et puis, ils sont avides d'apprendre, tu vois. Donc, c'est génial. Ils ont les réponses en eux, si tu veux. Ils ont tout ça en eux. Ouais, ce que tu me dis, ça me fait penser, je ne sais pas si je rebondis sur, enfin, ça me fait penser à un truc, mais ce n'est pas tout à fait ce que tu es en train de dire, mais j'ai, en France, en fait, on a un système éducatif, c'est peut-être en Suisse pareil, mais qui est issu un peu des précepteurs, tu vois, d'une époque où c'était le précepteur, c'était lui qui savait, tu étais obligé de l'écouter, de faire, c'est lui qui enseignait, qui te donnait, qui transmettait, qui savait, et tu n'avais pas le droit de le remettre en question, tu vois, parce que lui, il détenait le savoir. Et j'ai une amie qui a fait sciences du langage, donc c'est un cursus universitaire, et elle avait beaucoup de professeurs universitaires qui n'étaient pas français, en fait, donc qui parlaient français, mais qui n'étaient pas français et qui disaient, mais c'est horrible, vous les étudiants français, en fait, on vous demande si vous avez compris, vous n'osez pas poser de questions, vous n'osez pas nous dire que vous n'avez pas compris, tout est OK, et on fait des devoirs, on fait des contrôles sur table, et vous savez rien, en fait, vous savez rien qui fait. Et je pense que ce côté-là aussi de l'éducation, ce côté du savoir qui descend, en fait, tu vois, où tu ne peux pas remettre en question ce que dit ton prof, ou si tu n'es pas d'accord avec lui, tu vois, ou poser une question pour mettre s'il est en train de t'expliquer, justement, le remettre en question. Moi, je sais que j'ai toujours cru que j'étais nulle en maths parce que j'avais tout le temps des seules notes. J'avais tout le temps les bonnes réponses, mais j'arrivais jamais à retenir leur protocole, tu vois. Donc, moi, je faisais avec, je prenais mon exercice de base et puis j'y allais à l'intuition. Enfin, tu vois, je me faisais mon truc dans ma tête. Alors, bien évidemment que eux, ils le faisaient en 4 lignes, moi, ça me prenait 2 pages, mais j'avais le bon résultat, tu vois. Et j'avais des mauvaises notes parce qu'on me disait non, tu n'as pas retenu c'est pas le bon schéma, en fait, tu vois. C'est pas le bon processus. Ok, mais en fait, moi, ton processus, je le comprends pas. J'arrivais pas à visualiser leur processus et j'avais besoin de faire avec mes propres calculs pour finalement quand même obtenir le bon résultat. Et en même temps, à chaque fois, j'ai eu 4 de moyenne, je crois, toute ma scolarité en maths parce que je n'étais pas en capacité de me servir de quelque chose que je ne comprenais pas. Et c'est un truc que, et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et on m'a toujours dit, ouais, t'es super nul, jusqu'à ce qu'en fait, je sois adulte et que je reprenne des études à 25 ans, où à un moment donné, je faisais des calculs en maths et on me disait, mais en fait, ça va, t'es doué, quoi, tu vois. Non, moi, je suis super nulle en maths, quoi, tu vois. J'ai vraiment gardé cette image-là de je suis super nulle en maths. Ben, moi, j'ai exactement le même souvenir et j'ai aussi repris mes études à 25 ans. J'ai dû passer un examen à l'EPFL, c'est l'école non, pas l'EPFL, l'université, mais en maths. Euh, J'étais sûre que j'allais le rater. Je me suis dit, moi, c'est pas possible que je réussisse cet examen à l'uni, quoi. Pas possible. J'ai eu juste 4, hein, donc la moyenne, 4 sur 6. Mais je visais le 4, hein, pas plus. Mais c'est vrai que, comme tu dis, par exemple, maintenant, on commence justement à savoir que les enfants pensent différemment, mais qu'en fait, c'est juste qu'ils ont une autre façon d'aborder le problème qui va faire que la réponse sera juste, mais qui va les choses différemment. Par exemple, imagine qu'il y a un arbre et puis que la personne est à droite de l'arbre. On va demander cette personne est-elle à droite ou à gauche? Il va répondre à gauche. Toi, tu vas mettre, en tant qu'enseignant, tu vas mettre une croix en disant c'est faux. Sauf que le gamin, il s'est placé
À l'inverse, il s'est placé dans la peau de cette personne qui me regarde et donc la réponse est juste. Donc, il est bien effectivement à gauche de l'arbre, sauf que ce gamin-là, il s'est tourné. Et en fait, quand tu commences à comprendre que le gamin, il réfléchit juste différemment que toi, c'est juste déjà parfait. Mais combien il y en a qui le font, tu vois? Ça, je me rappelle, ça. On commence maintenant à se dire, ah ben, il n'y a pas une seule réponse. C'est comme quand tu vois sur Facebook ces réponses de gamins qui sont juste magnifiques parce qu'ils répondent juste à la question, quoi. Colorier la moitié des voitures en jaune. Je me rappelle, celle-là, elle était géniale. Et moi, ça me fait tellement rire parce que c'est exactement ça. Moi, je me rappelle, j'ai lutté pendant longtemps avec mon fils où, je ne sais plus en quelle année c'était. Alors, en vous, c'était pas les mêmes trucs. Donc, c'était en CE1, en C1. Ils apprenaient sujet, verbe, complément. Et donc, ils devaient répondre où était placé le complément avant ou après le verbe à chaque fois. Donc, des fois, il était avant, des fois, il était après. Et à chaque fois, il se plantait. À chaque fois, il ne marquait pas le bon truc. Et je disais, mais montre-moi dans la phrase où il est le sujet. Il me montrait où il est le verbe, il me montrait où il est le complément. Il est où le complément? Et bien, il est avant le verbe. Je dis, mais non, il est après le verbe. Et en fait, lui, il se le représentait visuellement dans l'espace et par rapport à sa place à lui dans l'espace, en fait, il le voyait. Il fait, mais non, regarde, il est là. Il n'a pas lui expliquer que non, quand on écrit, c'est de gauche à droite et que, en fait, il ne peut pas reprendre sa phrase de droite à gauche pour dire que. Il disait, mais maman, moi, si je vais par là, forcément qu'après, c'est pas. Enfin, il me sortait toute une théorie qui était. Mais c'était impressionnant et il ne voulait pas entendre, tu vois. Et du coup, forcément, à chaque fois, il se plantait à ce genre d'exercice. Jusqu'à ce qu'il accepte de dire, bon, ben, de toute manière, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et il va falloir que j'y aille dans ce sens-là, tu vois. Moi, c'est pas, j'ai un truc qui fait toujours rire tout le monde, c'est que j'ai toujours compris que 0, par exemple, 0 fois 2, ça fait 0. Par contre, 2 fois 0, je ne vois pas pourquoi ça ne fait pas 2, parce qu'il y a un 2 au départ, tu vois, il ne peut pas disparaître. Donc, j'ai acquis, tu vois, j'ai compris que de toute manière, quoi que je fasse ou quoi que je dise, de toute manière, ça fait 0, et puis voilà, c'est comme ça. Mais dans ma logique, je ne vois pas pourquoi il y a 2 au départ et que ça disparaît, tu vois. Par contre, si tu rajoutes bonbons, ça marche. Regarde. 0 fois 2 bonbons, ça fait combien de bonbons? Oui, mais 0 fois 2. Mais 2 bonbons, fois 0 bonbon. 2 fois aucun bonbon, ça fait combien? Mais je te jure, hein, à part ça, c'est hyper drôle. Tu leur fais la même chose avec les bonbons, ça marche 10 fois sur 10, ça marche. Incroyable. Tu mets n'importe quoi d'autre, des billes, des machins, des trucs, ils ne savent pas. Mais les bonbons, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Donc, ouais, voilà, c'est effectivement, c'est casser toutes les croyances qu'on a vis-à-vis de nous qui ne nous appartiennent pas, ouais. qu'on nous a mis sur le dos, toutes ces étiquettes qui sont peut-être un peu nous, mais qui ne sont pas franchement nous. Enfin, comment dire, moi, je pense qu'on est toujours tout et son contraire, si tu veux. Donc, on peut être très nul en maths comme on peut être très bon en maths. Ça dépend quel exercice c'est, ça dépend dans quel contexte, ça dépend, voilà. Après, on est plus ou moins bon en maths ou on est plus ou moins bon en maths. Mais je pense qu'on peut toujours être tout et son contraire, si tu veux. Puis c'est aussi toujours ce que j'essaie de leur dire. C'est que, ouais, ok, là, tu n'es pas content de ce que tu as fait, mais ça ne veut pas dire que tu es nul en maths. Ça veut juste dire que là, tu n'as pas réussi ce qu'on t'a demandé de faire. C'est tout. Et du coup, ce que tu es en train de dire, ça rejoint un peu cette notion de paradoxe et d'ambivalence, en fait, qui n'est pas acceptée dans la société. Et tu dois être comme ça, tu vois. Tu ne peux pas être justement un peu à droite, un peu à gauche. Un peu... Non, c'était comme ça et tu dois être stable. Voilà, sinon, tu n'es pas stable. Vraiment, combien de fois on m'a dit que tu n'es pas stable, tu vois, parce que du coup, tu ne peux pas être dans autant de paradoxes, autant d'ambivalence. Mais en fait, si, tu vois, parce que justement, comme tu dis, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de comment tu te sens à ce moment-là. Et puis voilà, et c'est tout, et c'est juste. Mais le fait qu'on te dise, en gros, qu'on te définisse en étant pas stable, tu vois l'image que ça renvoie de toi, encore plus à un enfant. Même en tant qu'adulte, déjà, c'est vachement blessant, et puis c'est dévalorisant, et ça te fait perdre confiance en toi aussi. Ouais. Et je pense que pour les enfants, c'est encore plus difficile parce qu'on leur demande de rentrer dans des cases. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'avais marqué, on te demande souvent de rentrer dans un moule, mais tu n'es pas une tarte en fait, tu vois. En vrai, c'est ça. J'adore cette expression. J'ai kiffé quand je l'ai vu parce que c'est ça, quoi. Voilà, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans un moule, je ne suis pas une tarte, quoi. Tu vois, il y a un moment donné, ben ouais, j'ai plein de facettes de moi et je ne me définis pas. Et on a eu cette discussion très intéressante tout à l'heure, justement, sur les étiquettes. Comment une étiquette peut venir définir ce que tu es.
Mais non, en fait. Moi, des étiquettes, j'en ai 38 millions et je pense qu'on en a tous 38 millions. Et on ne peut pas se définir que par une étiquette. Non. Et là, avec ce côté aussi hypersensible, c'est une étiquette à laquelle aussi, il faut vraiment, je pense, faire attention aux enfants qui sont hypersensibles, enfin, tous les enfants de manière générale, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on définit quand même qu'ils vont être plus grands et il y a beaucoup d'adultes qui ne seront pas en capacité de se remettre en cause par la suite sur ce qu'ils ont vécu quand ils ont été enfants, malheureusement. Ils vont ancrer ça à l'intérieur d'eux-mêmes, même s'il y a de plus en plus de gens qui bougent. Il y en a encore une majorité où ils restent très ancrés dans ce qu'ils ont vécu, dans leur trauma, dans ce qu'ils ont accepté qu'ils étaient, alors que c'est comme tu le disais, hein, c'est des transmissions transgénérationnelles, c'est des choses enduites, etc. C'est pas forcément ce qui est la personne. Mais du coup, voilà, ça joue à tous les niveaux sur tous les enfants, mais encore plus effectivement sur les enfants hypersensibles. Et, coller l'étiquette que de l'hypersensibilité, ça peut être aussi néfaste. Et je pense qu'il faut rentrer ça dans un tout finalement. L'enfant, voilà, tu es hypersensible, mais tu n'es pas que hypersensible, tu es aussi un enfant, tu es aussi, je sais pas, comme tu disais, bon en maths ou moins bon en maths de temps en temps, et puis c'est pas grave, et puis je sais pas, tu vas aller jouer au foot, et puis demain au basket, et puis on s'en fout quoi, en fait, en vrai. Et c'est juste prendre en compte, je pense que le fait que cette histoire d'hypersensibilité ressorte, ça permet aussi de prendre en compte qu'il y a des différences, comme tu disais tout à l'heure. Avant, on prenait les enfants, c'était des enfants, point barre, et là, alors qu'aujourd'hui, le fait qu'on commence à mettre des mots à haut potentiel, hypersensible, zèbre, machin, etc., on définit des concepts plus ou moins similaires et pour autant plus ou moins différents aussi. Donc, assez paradoxal et ambivalent en même temps, du coup. Mais il ne faut pas non plus, je pense, enfermer l'enfant dans cette étiquette-là. T'en penses quoi, toi? Ah, moi, je voulais juste préciser que selon Saverio Tomasella, qui est un peu le ponte de l'hypersensibilité en France, hein, il y aurait une hypothèse qui serait pratiquement confirmée qu'en fait, tous les enfants seraient hypersensibles jusqu'à 7 ans environ. Et qu'après, selon ton éducation, selon ton contexte social, selon X choses, tu te désensibiliserais, si tu veux, plus ou moins. Voilà. Et puis, donc ça voudrait dire que finalement, tous les enfants ont cette caractéristique-là et qu'après, certains deviennent moins sensibles. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas sensibles, attention. Ça veut dire qu'ils deviennent moins sensibles. Peut-être aussi pour supporter ce monde qui est des fois tellement dur. Il y a aussi certaines personnes qui arrivent peut-être mieux à s'adapter que d'autres. Hein. Mais donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et puis après, je ne me rappelle plus de ta deuxième question. Tu viens de me dire quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus. Je crois que donc il ne fallait pas enfermer les enfants dans une étiquette. Ah oui, voilà, oui. Alors, moi, je pense que cette étiquette, elle est importante dans un premier temps pour comprendre certaines choses, de comment on fonctionne, Enfin, moi, c'est clair que quand j'ai appris ça il y a 3-4 ans, je pense, tout le puzzle de ma vie s'est reconstitué et j'ai tout compris. Je me suis dit, mais purée, mais bien sûr. Et au début, d'ailleurs, ça a été très dur. Je tiens à le préciser quand même que j'ai pleuré pendant des mois hein, parce que je me suis dit, purée, mais si je l'avais su avant, quoi, je me serais tellement pas. Parce qu'il faut aussi dire que le fait de rentrer dans le moule, comme tu dis, c'est tellement fatigant. C'est une bataille constante. Hein. Alors, il y a certaines personnes avec qui on peut plus ou moins être comme on est, mais d'autres avec qui c'est une bataille constante. Et moi, je me suis vraiment épuisée, quoi. Épuisée. Donc voilà. Je sais de nouveau plus ce que je voulais dire parce que je pense à plusieurs trucs en même temps. Ça m'arrive souvent, c'est pas grave. Ça fait partie de qui on est aussi. Donc l'étiquette, voilà. Donc l'étiquette, je pense qu'effectivement, c'est important pendant un laps de temps. Et puis après, il faut quand même reprendre. Il faut s'en décoller. Je pense que l'étiquette, Il faut s'en décoller, savoir qui on est. Enfin, on est hypersensible, mais on est, comme tu disais, on est. Je sais pas, moi je me considère artiste, je me considère créative, je me considère voilà, peut-être écrivaine, ou j'en sais rien. Enfin, voilà, on a plein de choses et c'est pas tout l'hypersensibilité. Ouais. Et ouais, je suis complètement d'accord avec toi quand tu disais justement que quand tu apprends que tu es hypersensible ou au potentiel ou n'importe quoi, ou zèbre, etc. Il y a quelque chose qui. Moi, je l'ai vécu en deux phases en fait. Juste phase où genre j'étais super contente. Je me suis dit, ah, ben enfin, tu vois, où j'étais vraiment mais hyper euphorique, où je me disais, bah, comme tu sais, il y a toutes les pulses là qui se remettent en place.
où tu comprends vachement de choses de ce que tu as vécu dans ton enfance, dans ton adolescence, les relations aux autres, etc. Et effectivement, après, tu t'effondres parce que tu aurais aimé peut-être que ce soit compris plus tôt. Moi, je sais que j'en ai beaucoup voulu quand je m'en suis rendu compte à mes parents, par exemple, de dire, mais enfin voilà quoi, j'aurais aimé que ce soit compris plus tôt. J'aurais aimé que il y ait quelque chose qui soit vu, que voilà, que c'était pas qu'on n'avait pas à me reprocher tout ce qu'on m'a reproché sur justement le fait. On me disait tout le temps, toi, il va falloir que tu sois moins sensible. Hein, ouais, mais bon, enfin, tu vois, c'est pas simple d'être moins sensible. Ça fait partie de ce que tu es, tu vois. Il va falloir que tu te... Ah, et toi, il va falloir que tu te mettes une carapace. Il va falloir que tu te forges, ma fille. Moi, je me rappelle le nombre de fois. Avec l'accent. C'était fou, quoi, tu vois. C'était impressionnant de. Et je savais que je ne pouvais pas, tu vois. Et j'ai essayé de me protéger parce qu'il y a des moments où c'est trop violent. On essaye de se protéger parce qu'on voit bien que les autres, ils ne vivent pas avec cette même violence, les faits ou etc. Ils ne vont pas prendre les choses avec autant de cœur, autant de. Moi, je me suis souvent posé la question. Des fois, j'ai l'impression de vivre dans un monde où il n'y a que des robots. Je me dis, mais en fait, il y a que moi qui ressens des choses, quoi. Tu vois, c'était fou, quoi. C'était vraiment. Ça allait très, très loin. Et du coup, le fait de comprendre ça, que non, en fait, c'est juste, je suis plus sensible que la moyenne, et que du coup, ça explique ce que je suis, mais que finalement, c'est une force en vrai. Oui. Parce que c'est ça, en vrai, c'est une force. On croit tellement, on nous fait tellement croire pendant longtemps que c'est une faiblesse, que c'est une faille, que tu le vis comme tel. Et c'est ça aussi qui va venir dévaloriser l'image de toi, tu vois, qui va venir te dire que tu es nul, que tu ne sers à rien, que machin, enfin, tous ces trucs qu'on peut se répéter en boucle quand on est dans des périodes un peu négatives. Alors qu'en fait, c'est une vraie force. Et c'est hyper important d'en prendre conscience, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu as compris que c'est ce qui fait ta force et ta puissance, c'est là où tu vas pouvoir commencer à reconstruire ton image et que tu vas pouvoir recommencer justement à prendre confiance en toi, à avoir une estime de toi, etc. Tu vois. Et ce que tu disais je rebondis sur un autre truc que tu disais pour les enfants à 7 ans, là, le compte de, j'ai pas retenu le nom, excuse-moi, de l'hypersensibilité. C'est très très drôle parce qu'en fait, en énergétique et puis dans tout ça, on dit qu'en fait les enfants, ils voient les mondes invisibles, ils ont conscience de ce qui se passe dans l'invisible jusqu'à l'âge de 7 ans. Et je trouve que cet âge de 7 ans, il ressort beaucoup, tu vois, même le complexe d'Oedipe. Enfin, il y a cette limite. Comme si en fait il y avait deux mondes en fait, avant 7 ans et après 7 ans, mais il y a plein de niveaux différents, tu vois. Et effectivement, après 7 ans, mais il y en a qui vont continuer à voir des choses, d'autres qui vont complètement arrêter, qui ne reverront plus jamais, d'autres comme moi qui vont juste faire un break parce que c'était pareil. Quand on te dit justement que ben non, ce que tu vois, ça n'existe pas ou c'est n'importe quoi, etc., ben, il y a un moment donné, ben, tu dis, bon, ben, c'est moi qui ai un problème, effectivement, ça n'existe pas, tu vois. Mais il y a vraiment voilà, de 0 à 7 ans, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe de 0 à 7 ans et après 7 ans. Et pour autant, ce qui se passe entre 0 et 7 ans va quand même venir impacter, même si c'est inconscient, du coup, va venir impacter ton image de toi en tant qu'adulte. Ouais, c'est clair. Mais Tess me disait aussi que la fontanelle se ferme à plus ou moins 7 Ouais, ans. c'est Donc, tu ça. vois, ça, c'est super intéressant aussi. Est-ce que ça voudrait dire que nous, notre fontanelle, elle n'est pas fermée? Non, mais à part ça, c'est une hypothèse que j'ai depuis ce jour que j'ai discuté avec Tess où je me dis, mais purée, mais incroyable, il faudrait qu'on vérifie ça. Alors, je ne sais pas comment, mais ce serait une hypothèse vraiment hyper intéressante à développer. Hein. Ouais. Après, donc, quand on parle de fontanelle, on parle donc c'est le chakra couronne en vrai. Enfin, c'est voilà, ce que nous en énergétique on appelle le chakra couronne. C'est par là où en fait tu vas entrer en connexion avec les mondes invisibles. Mais en gros, c'est un canal qui te traverse entre l'univers et la Terre, en fait, qui traverse en très très droit. Et du coup, on dit aussi que ce qui est très important, c'est la glande pinéale qui vient faire travailler tout ça. Et moi, je ne sais pas si la fontanelle, elle n'est pas fermée ou pas. Par contre, ce que je pense, c'est que les personnes qui sont plus sensibles travaillent plus sur la glande pinéale. Tu vois, en tout cas, elle est beaucoup plus productive et active chez des personnes comme moi, qui sont médiums, ou chez des personnes qui vont être magnétiseurs, où il va y avoir ces trucs en lien avec ce qu'on appelle les mondes invisibles, avec L'intuition aussi ou pas? l'intuition. Pour moi, c'est pareil, en fait. Ouais. C'est l'intuition, je pense qu'en fait, c'est la première étape avant la canalisation, enfin, avant le fait de canaliser. C'est mon avis personnel. Hein.
Quand tu canalises des choses, moi aujourd'hui je canalise, je reçois des fois, au début je pensais que j'étais un peu schizophrène d'ailleurs, mais je reçois je vois des choses, enfin tu vois, on va m'envoyer des phrases, je reçois que ce soit par ce qu'on appelle les clairaudients, donc voilà, on me dit des choses, ou par des images, tu vois, ça va dépendre aussi de mon état, de là où j'en suis, si je suis fatiguée ou pas, etc. Tu vois, ils vont passer par le canal qui est le moins obstrué, on va dire à ce moment-là. Euh, mais je pense que quand on arrive là, c'est que tu as déjà travaillé sur ton intuition. Et que ceux qui ne sont pas encore en capacité d'entendre ou de voir ou de recevoir, c'est l'intuition qui va venir faire ce travail-là, en fait, pour transmettre des messages, pour te transmettre parfois des messages. Tu vois. Ouais, complètement. Alors moi, je pense pas être médium, en tout cas pas à ma connaissance. Mais par contre, j'ai une très très grande intuition. Plus je l'écoute, plus je me rends compte qu'elle est quand même assez là, quoi. Elle est bien présente quand même. Hein. Ben, on a tous, en fait, on est tous connectés à ce qu'on appelle à notre soi supérieur, à notre femme, tu vois. Et souvent, c'est elle qui t'envoie aussi des messages, qui t'envoie ton intuition. On parle de guide, on parle d'archange, on parle de ce qu'on veut. Je pense que tout est lié, en fait, et que c'est une espèce de tout au-dessus de nous et que c'est pas forcément. Il n'y a pas autant de concepts qu'on le croit, en vrai. Mais on a besoin de se raccrocher à des croyances pour pouvoir recevoir aussi, tu vois. Donc, si tu as envie de croire que c'est tes guides qui t'envoient des messages, ou que c'est des anges, des archanges, ce que tu veux, Dieu, Bouddha, Allah, enfin voilà, chacun, il met ce qu'il a envie derrière. Euh, quoi qu'il en soit, on est tous capables de le faire. Je pense que ce qui bloque, c'est justement la peur du regard de l'autre, la peur aussi d'être fou. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais centrée. Pendant très longtemps, je me suis dit, mais je suis folle en fait. Tu vois, jusqu'à ce que je me rende compte que tout ce que je recevais comme intuition, comme message, comme vision, etc., comme image, ben en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était vrai. Qu'il y avait vraiment des choses qui se passaient qui étaient réelles, tu vois. Et donc là, on digresse, mais finalement, on est encore sur l'image de soi, le fait de se croire folle quand tu reçois ce genre de choses, ben, ça vient aussi dévaloriser ton image de toi, tu vois, de dire, mais moi, en fait, en vrai, j'ai un côté très perché. Je l'ai caché pendant très longtemps, mon côté très intuitif. Le côté médiumnique, je l'ai accepté il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, ça fait pas très longtemps que je le développe, même si depuis que je le développe, ça part en flèche et que ça a été très rapide. Mais jusqu'à il y a peut-être 8 mois en arrière, j'étais très dans l'intuition. Je faisais des guidances avec les cartes, etc. Tu vois, je recevais des trucs, mais pour moi, c'était pas parce que je pouvais pas accepter ce côté de médium, justement, tu vois. Ouais. Parce que ça me renvoyait à une image, elle est complètement cintrée, elle est folle, elle discute avec qui c'est là, enfin, tu vois, c'est perturbant un peu aussi, tu vois. Parce qu'on a une image de ces gens. Moi, je pense, pour avoir travaillé avec beaucoup de personnes qui ont des problématiques psychiatriques, il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées en psychiatrie qui sont juste dans des connexions. Alors ça, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. Et moi, je voulais rebondir sur quelque chose de nouveau. Je pense aussi qu'il y a plein de gens qui sont sous médic qui ne devraient pas. Ouais, Mais bon, après, c'est difficile à gérer aussi tout ça. Hein. ouais, Enfin, je pense que… ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, comme on a toujours on a toujours ce regard de l'autre, je pense que d'être médium, c'est difficile parce que ça veut dire que tu dois te le valider à toi sans forcément avoir le regard de l'autre qui confirme que oui, tu es bien médium. Tu vois ce que je veux ouais, dire? c'est ça. Et ça, chez les hypersensibles, c'est une catastrophe parce qu'on va toujours chercher à l'extérieur une validation ou une non-validation. Et ça peut être vraiment catastrophique, quoi. Parce que justement, il y a plein de choses qu'on sait faire, mais que si quelqu'un nous dit ah non, alors ça, c'est pas du tout toi, eh ben, on va pas le faire. C'est ça. D'accord ou pas? Mais je suis complètement d'accord parce que c'est, il y a tellement de gens qui sont dans le contrôle et qui veulent contrôler les autres et qui t'expliquent qui tu dois être et comment tu dois être et que tu dois pas être comme ci ou comme ça et que machin, etc. Alors que je pense qu'on passe par les étapes par lesquelles on doit passer et que moi, je me rappelle, à la base, je suis quelqu'un d'hyper, enfin, j'allais dire hyperactif, non, parce qu'on va confondre, mais j'étais tout le temps en action. Tu vois, j'agissais avant de réfléchir, quoi. Tu vois, c'était tout le temps, j'avais une énergie très négative. Oui, aussi à un moment donné, mais très masculine, très young, tu vois, très comme ça. Et un jour, on m'a expliqué qu'en fait, mais tu te rends pas compte, tu es une femme, tu peux pas être comme ça. C'est les femmes, c'est gentil, c'est beau, c'est mignon. Et c'est un peu ça. Mais du coup,
Et bien, du coup, il a fallu que je rentre dans ce moule-là, tu vois. Et je suis allée à l'extrême dans ce moule-là, quoi, où je fermais ma gueule, je n'osais plus dire. Enfin, tu vois, je me suis perdue, mais complètement. Mais il a fallu que je passe par ces deux extrêmes, de la polarité masculine très, très forte à l'extrême et la polarité féminine à l'extrême, tu vois, pour aujourd'hui trouver un juste milieu où bah, je suis dans l'intuition et en même temps dans l'action et dans la création et en même temps dans la matière et enfin, où j'arrive finalement à me servir un peu des deux. C'est pas encore tout à fait juste hein, parce que ça demande du temps aussi, et puis d'expérimenter, etc. Et puis voilà. Des fois, je suis plus dans l'un, puis d'après, plus dans l'autre, et puis voilà. Mais c'est pas grave, je sais que du coup, je connais maintenant les deux et je sais où je peux aller piocher. Mais c'est vrai que quand on vient te dire tu dois pas être comme ci ou tu dois pas être comme ça, tu vois, je l'ai vécu et c'est horrible. Et je pense que mes problèmes de poids, parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure en aparté, euh, les problèmes de poids que moi j'ai pu avoir par exemple sont aussi liés au regard des autres, tu vois. Parce que j'avais ce côté genre, tu as des gens, pour certaines personnes, une femme, c'est une femme qui est ronde, qui a des formes, tu vois. Et puis celui d'après, ça va être non, c'est une femme qui est toute queuse, quoi, tu vois, et puis machin. Et donc, du coup, tu essayes de répondre en fait aux attentes des autres et tu sais même plus ce que tu veux toi, tu vois. Et c'est assez impressionnant. Et je l'ai encore vécu il y a 2 ans de ça, à un moment donné, je voulais absolument reperdre du poids. Et je me suis plus reconnue dans la glace, tu vois. J'étais pas non plus, je faisais un 36, hein, j'étais pas maigre, tu vois, mais du coup, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ma vision à moi de la femme que j'étais, elle devait avoir quelques formes. Je ne devais pas non plus en avoir trop comme j'avais pu, tu vois, mais elle devait quand même avoir quelques formes. Et le fait de ne plus avoir de poitrine et de ne plus avoir de fesses, alors surtout mes fesses, parce que j'ai des fesses d'Africain, tu vois, elles sont toutes rondes. Et là, j'avais un cupé, j'avais jamais eu de cupé de ma vie, mais je ne me reconnaissais plus. Ouais. Et je me rappelle très bien, et c'est là aussi que j'ai pris conscience de l'importance des autres et qu'à un moment donné, ça m'a fait péter un câble c'est qu'on me reprochait autour de moi d'être grosse. Et quand j'ai perdu du poids, on m'a reproché de ne plus avoir de forme. Et là, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils sont jamais contents, en vrai. Tu vois. Et c'est en prenant conscience de ça qu'en fait, j'arriverai jamais à satisfaire toutes les personnes que j'avais autour de moi, que du coup, ça m'a recentré sur moi et sur ce que je voulais, moi, être moi. Tu vois. Et c'est pour ça aussi que moi, j'accompagne des gens à se retrouver eux, tu vois, parce qu'il y a dégagé tout ça, enfin, tout ce qui ne ressemble pas, tout ce qu'ils essayent de faire pour plaire aux autres, et comprendre qu'ils sont en train d'essayer de plaire aux autres, parce que souvent, ils ont accepté l'idée qu'ils étaient comme ça, alors que c'est pas vrai, tu vois. Ils construisent leurs images, et on construit nos images, notre image, en fonction effectivement, de l'attente, en premier de nos parents, hein, forcément de notre entourage proche, après de nos conjoints successifs, etc. De nos amis aussi, parce que quand on change d'amis, de groupe d'amis, on va aussi essayer de répondre aux nouveaux groupes d'amis, aux nouveaux amis qu'on rencontre, etc. Et du coup, tu as l'impression à un moment donné que tu as un espèce de. Tu sais, ça me fait penser à un patchwork, tu vois. Tu as un espèce de patchwork de plein de trucs, tu vois. Et en fait, là-dedans, tu n'es rien. Parce que c'est pas toi. Il n'y a aucun des trucs qui est vraiment toi, tu vois. Et comment, en fait, on arrive à découdre tout ça, sortir tout ça pour se recentrer juste sur soi, retrouver une image de nous qui nous plaise à nous et pas aux autres. Et prendre conscience déjà de qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et moi, j'ai combien de clientes où tu leur dis, mais t'aimes quoi? Qui est incapable de dire qu'est-ce qu'elles aimaient ou qu'est-ce qu'elles n'aimaient pas. Tu vois, des trucs à la con. Euh, Est-ce que tu préfères le thé ou le café? Je ne me suis jamais posé la question. Je bois du café parce que dans ma famille, on boit du café depuis longtemps. Quoi. Ok, d'accord. Et le thé? Oui, j'ai goûté, j'aime bien aussi, mais bon, de quoi t'en bois pas si t'aimes bien? Parce que je sais pas. Enfin, tu vois, ça va pas plus loin, quoi, tu vois. Et ça allait travailler avec tout ça, pousser tout ça. Et, euh, et je trouve que travailler l'image de soi, tu dois le voir avec tes clientes aussi. Il y a des moments où c'est. Alors, moi, je trouve ça magique, hein, en vrai. C'est hyper magique parce que du coup, tu les aides à se transformer, à devenir vraiment quelque chose de merveilleux parce que du coup, c'est elle qui éclose une éclosion en fait d'une fleur magnifique et surtout pas une fleur qu'elle voudrait imaginer au départ d'ailleurs, de manière générale. Voilà. Mais la déconstruction des schémas des croyances limitantes et de l'image imposée par les autres, elle est magique. Quoi. Ben, ouais, ce que tu disais par rapport à notre entourage et tout ça, moi, je fais très attention quand je suis avec des gens aux critiques qui sont faites de gens qui ne sont pas là. Ouais. Alors moi, je critique aussi, attention, hein. Mais je fais très attention et ça reste dans ma tête. Et moi, ce que j'entends, c'est « Ah,
t'as vu Thérèse la semaine passée, mais elle a au moins pris 15 kilos, mais quelle horreur, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et c'est tout le temps comme ça. Le premier truc qu'on discute entre nous, surtout entre nanas, c'est quoi? C'est le poids. Et puis même les mecs, de temps en temps, ils disent purée, mais elle était hyper bien foutue, qu'est-ce qui lui est arrivé et tout. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup gardé ça dans ma tête et que du coup, je me dis, pour pas qu'on me critique, il faut que je sois mince. Ouais, Je sais pas, c'est un truc que je me suis que je me suis dite, je pense, je sais pas, et que j'ai gardé en moi et je me juge physiquement par rapport à mon poids tout le temps. alors que moi, tu vois, moi, j'ai fait le chemin. Je voulais le dire tout à l'heure, j'ai complètement zappé parce qu'on est passé à autre chose, mais t'en parlais aussi tout à l'heure, le fait de rentrer dans les cases. Je crois que il y a des gens qui rentrent dans des cases, qui veulent rentrer dans les cases, et moi, à l'inverse, j'ai voulu, mais justement, ne pas y rentrer. Et je faisais, mais je me rappelle, et je ne sais pas si elle regardera, mais je m'en excuse aujourd'hui. Je suis allée chercher à l'époque ma meilleure amie qui était à l'université, qui était en cours de droit, donc très enfin, petit tailleur, très bien, etc. Et juste parce que ça m'énervait ce côté obligatoire de devoir porter un tailleur, etc. Je me disais, mais c'est n'importe quoi, ça, vraiment. Je suis partie la chercher avec un pantalon rose fuchsia, j'avais, je crois, un haut à manches longues violet, un t-shirt à manches courtes jaune par-dessus. Enfin, tu vois, et j'étais vachement dans la provocation pendant très, très longtemps. Parce que je savais que j'allais devoir, de toute façon, je savais que j'allais être jugée et je ne voulais pas être jugée pour rien. Je me suis dit, ben, si on me juge, au moins qu'on me juge pour quelque chose, en fait, tu vois. Mais du coup, j'allais beaucoup trop loin. J'étais du style à porter genre des jupes au ras des fesses, juste parce que comme ça, je me dis, moi, on me jugera pour quelque chose, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a même des fois où je me suis mise un peu en danger dans cette provocation, tu vois. Et autant tu as ceux, comme tu dis, qui veulent absolument. Mon fils, c'est très drôle parce que lui, il faut absolument que ça rentre dans des cases, sinon il angoisse. Tu vois, il est un peu comme ce que tu disais finalement. Et moi, l'inverse, c'est quand ça rentre dans des cases que ça me fait angoisser. Tu vois, c'est, euh, et c'est ça aussi finalement, c'est que comment on va travailler le regard de l'autre. Tu vois, toi, tu vas avoir tout faire pour y répondre. Et moi, j'essaie de tout faire pour justement ne surtout pas y répondre. Mais c'était, et dans les deux cas, c'était de la souffrance en vrai, parce qu'on n'était pas soi. Tu vois. Moi, aujourd'hui, je ne me verrais pas. J'ai vraiment passé par les deux stades tout le temps, hein. J'ai beaucoup été dans la provoque tout le temps parce que moi, dès que ça n'a pas de sens ou dès que je trouve ça, je vais aller provoquer, quoi. Moi maintenant, mais quand j'étais ado, beaucoup. Et puis, c'est ce côté rebelle en moi, tu vois, de ah, tu dis ça, mais vas-y, c'est quoi c'est quoi le vrai pourquoi de ce que tu es en train de dire? Vas-y, va jusqu'au bout, vas-y, argumente. Et puis, je vais aller jusqu'au bout du truc, tu vois. Et ce que je supporte pas, par exemple, c'est le racisme ou l'homophobie. Alors là, je vais aller, mais dans la provoque, mais à fond, quoi. Et il y a d'autres fois où je vais avoir besoin de rentrer dans le moule pour me rassurer, je sais pas. C'est bizarre. Donc, moi, je suis beaucoup dans les montagnes russes aussi par rapport à ce que j'imagine devoir ressembler, tu vois, je sais pas. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans l'image de moi, c'est de me dire que de toute façon, je suis critiquée. C'est ça. Donc, autant être comme je suis et puis être bien avec moi-même, tu vois, parce que de toute façon, je sais que ça part dans tous les sens. De toute façon, les gens critiquent, c'est humain. Ils seront jamais contents. Est-ce que c'est humain? Moi, je sais pas. Moi, je crois que ça fait longtemps que j'ai arrêté de critiquer. Ça fait très, très, très longtemps, en fait, à partir du moment où j'ai compris que toutes les relations, elles sont en miroir. Donc, quand je critique quelqu'un, c'est qu'en fait, je suis en train de me critiquer moi sur quelque chose, tu vois. Et du coup, quand j'ai pris conscience de ça, je suis allée chercher à chaque fois qu'est-ce qui venait faire résonance avec qui j'étais ou avec ce que j'étais. Ça m'a beaucoup aidé déjà à avancer parce que je me suis rendu compte que finalement, c'était un indicateur de quelque chose et que ce n'était pas juste forcément malveillant. Et à l'inverse, aujourd'hui, quand j'entends des gens critiquer, je dis alors pourquoi ils disent ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher un peu, tu vois. Et notamment quand tu parles du poids, les gens qui vont critiquer justement les personnes qui ont pris du poids, je me suis rendu compte que c'est des gens qui eux-mêmes finalement ont peur de prendre du poids et ont peur d'être gros, tu vois, ont peur d'être vus comme étant gros. Et du coup, c'est très particulier, quoi. Tu vois, c'est très. Et à chaque fois voilà, que quelqu'un critique, tu te rends compte que finalement, c'est que ça vient toucher quelque chose au fond de lui.
Et, Bah, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Si tu veux, il y a toute cette partie-là de neurones miroirs où effectivement, je pense que quand tu critiques, souvent, c'est que c'est toi qui dois te critiquer, enfin, c'est toi qui dois te regarder dans le miroir déjà en premier. Mais moi, je remarque que si je suis dans la critique, vraiment dans l'indignation, je dirais, ce sera plus dans ce côté hypersensible que j'ai énormément qui est de je ne comprends pas pourquoi cette personne peut faire ce genre de choses ou peut dire ce genre de choses. Et là, je vais être dans la critique, mais plutôt dans le sens, je n'arrive pas à accepter que quelqu'un puisse être méchant gratuitement, puisse dire ou faire des choses qui pour moi sont inimaginables. Et là, je vais être dans la critique, mais vraiment à fond, hein, parce que je ne veux pas admettre que des gens sont capables de dire ou de faire certaines choses. alors, moi, je sais pas, ça me fait. Et là, même si je peux me voir en miroir, je ne sais pas comment dire, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je serais incapable de faire ça, justement. Mais alors, est-ce que c'est être incapable de faire ce qu'il est en train de faire? Parce que moi, je me suis posé la question, parce que pendant très longtemps, tu parlais de racisme tout à l'heure. Pendant très longtemps, quand on parlait de racisme, ça me faisait dégonder. J'ai jamais supporté ça. J'ai toujours eu des amis qui venaient de partout, de différentes religions, de différents pays, où ça m'a toujours beaucoup appris. J'ai toujours dit que c'est dans la différence qu'on apprend et que c'est pas dans la ressemblance. Être juste ressemblé avec les gens, ça t'apporte rien, tu vois. Et dès que quelqu'un avait des propos racistes, ça me faisait dégonder, tu vois. Et je me suis remis en question par rapport à ce que je te disais, à cette histoire de miroir, etc., tu vois, et de relations au miroir. Et je me suis rendu compte que, oui, jamais je pourrais tenir de propos racistes. Donc, c'est pas ça qui se jouait en moi. Par contre, de la même manière qu'ils ne sont pas tolérants, et bien moi aussi, j'ai des gros manques de tolérance, justement, vis-à-vis d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est en ça que se jouait le miroir. Ouais. C'est en ça que se jouait le miroir, du coup. Oui. Et du coup, depuis, sur ces histoires de racisme, justement, si je sens que la personne, elle est ouverte, je vais pouvoir aller discuter avec elle et lui dire ma façon de penser, etc. Et si elle est complètement fermée, au lieu de moi péter des câbles, tu vois, et de dépenser mon énergie pour rien, parce que c'est ça, hein, quand tu as des gens qui sont de toute manière, tu peux dire ce que tu veux, tu auras toujours tort, etc. Et bien, j'ai décidé de dire, bon, mais ok, si tu penses avoir raison, tant mieux pour moi, tant mieux pour toi. Par contre, on va passer à un autre sujet parce que c'est pas possible. Voilà. Ouais. Et parce que je pense aussi que des fois, on perd beaucoup d'énergie avec certaines personnes qui ne sont pas encore prêtes à entendre. Et cette énergie-là, je préfère la garder pour ceux qui sont un peu plus ouverts et avec qui on peut entamer un dialogue et faire progresser les choses. Tu vois. Ouais, tout à fait. Une évolution, quoi. Mais je te rejoins tout à fait dans le côté philosophique de la chose en te disant, OK, mais est-ce que toi aussi, tu n'es pas intolérante? Oui, alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est ce côté-là chez moi qui ressort là, tout à fait. Ouais. C'est que je suis intolérante à... Il y a certaines valeurs que je ne peux pas comprendre qu'on n'ait pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, ça change. Hein. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que j'accepte que j'acceptais pas il y a 5 ou 10 ans en arrière. Ouais. Parce que du coup, j'ai beaucoup travaillé sur la notion d'amour inconditionnel. Je pense que ça parle aussi à les hypersensibles l'image de soi, l'amour inconditionnel. Parce que très souvent, quand on est hypersensible, tu me diras si je me trompe, hein, mais justement, on est dans cette notion, on a une notion de l'amour inconditionnel qui, du coup, est pas juste d'ailleurs, qui part du principe qu'on doit tout donner, tout subir, tout accepter, alors que c'est pas ça l'amour inconditionnel, mais au départ, c'est comme ça qu'on le voit, en tout cas. C'est pour ça que, comme tu disais, il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont en dépendance affective. Ouais. Parce que d'avoir une image de soi négative quand tu te retrouves avec quelqu'un en face de toi qui, lui, valorise ton image, forcément, ça va créer ce schéma de dépendance aussi. Et du coup, vu que tu as cette notion un peu de cette envie de garder l'autre, et surtout parce que souvent on est aussi dans des peurs d'abandon, de rejet, etc. Donc, du coup, tu t'attaches et tu vas tout donner et tu vas tout accepter, etc. Et moi, je sais que j'étais en dépendance affective aussi pendant longtemps avec le père de mon fils. Et du coup, ce que je veux dire, donc c'est du vécu ce que je dis. Je ne pense pas que ça parle à tout le monde, hein, mais et d'ailleurs, c'est que chacun puisse donner son avis là-dessus, c'est hyper important. Hein. Mais quand tu travailles dans ton amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est que le vrai amour inconditionnel, tu vois? Et que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conditions. Finalement, l'amour inconditionnel, ce n'est pas un amour sans condition.
c'est justement quand tu t'aimes toi déjà, toi, de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que tu poses tes limites, d'accord, et que tu vas les faire accepter à l'autre. Et que l'autre, tu acceptes, puisque c'est un amour inconditionnel, qui te pose aussi ses limites. Parce que du coup, on a tous des limites différentes. Voilà. Et c'est ça, je pense que quand j'ai retravaillé cette notion-là, ça m'a vraiment permis, déjà d'avoir une image de moi un peu plus positive, parce que tu as des limites et tout le monde n'a pas de limites. Voilà. Et que très souvent, d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Là, je pars un peu dans tous les sens dans ma tête, mais je rebondis là-dessus. Mais très souvent, les gens qui ne sont pas en capacité de poser des limites, d'accord, dans leur vie, ne ressentent même pas leurs limites corporelles, en fait. C'est très compliqué pour eux d'avoir notion de leur corps, des limites de leur corps, de savoir où ça s'arrête, d'être complètement ancré dans leur corps physique. Donc voilà, donc c'est reprendre aussi conscience de ça. Et je me suis perdue. Ça m'arrive souvent. Mais voilà, du coup, tu dénatures ton image par la dépendance affective et par l'attente de la valorisation du regard de l'autre. Et je ne sais plus d'où je suis partie en vrai. Donc, je ne sais pas si tu as à rebondir sur Bah, tu dis, ouais, moi, ça me parle beaucoup parce que moi, j'étais aussi avec mon ex dans une dépendance affective assez, voilà, c'est là, quoi. Et quand il m'a quittée, je ne savais plus qui j'étais, quoi. Donc, ça me parle beaucoup. Et puis, le fait de mettre des limites et puis aussi d'être soi, quoi. De ne pas vivre à travers quelqu'un. Enfin, moi, je sais que je me suis beaucoup occupée des autres. J'ai toujours beaucoup fait en fonction des autres. Et puis, finalement, je ne savais pas qui j'étais. C'est ça. C'est assez impressionnant. Hein. Et avec l'hypersensibilité, puisque là, on en revient, c'est vraiment ça, en fait, le sujet avec toi, puisque c'est toi qui t'y connais plus que moi. Moi, ce que je dis, c'est juste mon ressenti à moi d'hypersensible. Hein. Après, je n'ai pas travaillé dessus, je n'ai pas fait des études dessus, enfin, tu vois, je n'ai pas fait de recherche. C'est pas parce que moi, je travaille avec mes clients, du coup. Mais cette notion, justement, de valeur que l'on a, en fait, qui sont hyper importantes pour nous, mais finalement, qui sont hyper importantes pour nous à transmettre, enfin, pas transmettre, à être avec les autres. En fait, on va être, comme tu le disais au tout début, je crois, c'est ce côté un peu, pas psychorigide, mais où tu te demandes beaucoup à toi-même, en fait. Voilà. Par rapport aux valeurs, par rapport à plein de choses. Malgré tout, on va accepter aussi beaucoup de choses des autres qui ne sont pas de nos valeurs. Donc, tu vois, encore quelque part, là, il y a cette ambivalence dans notre image de nous-mêmes et dans qui on est, qui fait que nous, il y a des choses qu'on ne fera jamais aux autres, mais qu'on acceptera pour autant qu'ils nous les fassent, tu vois, parce que justement, dans cette recherche du regard de l'autre, dans l'amour de l'autre, que nous, on n'est pas en capacité de se donner, à cause d'une image dévalorisée au départ. Donc, on en revient toujours au même point, il faut travailler l'image de soi. Et, être bienveillant avec soi-même. c'est ça. Ouais. Ben moi, tu sais, j'ai eu fait du coaching en image. Donc, je coachais des gens par rapport à leur image il y a, je sais pas, 15-10 ans en arrière, peut-être. Non, peut-être un peu moins, 8, je sais pas. Bref, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de travailler ça, mais à travers le paraître, de dire qui tu es. Alors, explique-moi, qu'est-ce que tu aimerais de toi, qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant. Et puis, c'était aussi intéressant de lier l'être et le paraître, si tu veux. Et puis, c'est aussi un moyen détourné d'arriver à être toi. C'est ça. Et à travers plein de moyens comme ça, on arrive à être soi-même et puis à accepter aussi parce que dans les valeurs qu'on a, moi, je trouve en tout cas que moi, je me suis mis énormément de pression pour être tout le temps à la hauteur de mes valeurs qui sont là. C'est ça. Et que en fait, il y a des fois, je n'y suis pas arrivée et que je me suis flagellée parce que j'avais pas bien fait et puis que mes valeurs, elles sont là et puis qu'il faut tout le temps que je sois, tu vois, aussi cette exigence tout le temps, comme tu disais, de se dire, OK, mes valeurs, elles sont là, mais c'est aussi OK si de temps en temps, je lâche pour être juste bonne avec moi-même, tu vois, bienveillante et puis me dire, OK, là, c'est bon, tu peux lâcher, c'est pas ultra grave si, je sais pas, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais
Oui, bah, c'est pas ultra grave si une fois, par exemple, moi, pour moi, c'est hyper important d'être toujours l'amie fidèle, qui est toujours là quand on a besoin d'elle. Si une fois, je peux pas être là, c'est OK, tu vois. De dire, écoute, je suis désolée, mais aujourd'hui, je peux pas. Au lieu de me forcer à le faire alors que je peux pas, que ça joue pas, puis que je vais le faire quand même, puis je vais le faire dans la mauvaise énergie, tu vois. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Mais tu vois, ça rebondit encore une fois sur le regard parce que finalement, cette histoire de l'ami fidèle, parce que moi aussi, j'ai eu ce truc-là, c'est aussi du coup le regard que porte notre ami sur nous à ce moment-là, de se dire, oh là là, elle va se dire que j'en ai un infidèle, et puis on va être dans plein de trucs comme ça qui vont nous faire rebondir, tu vois, sur des choses négatives de nous-mêmes, tu vois. Moi, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui me mettais ces pressions toute seule. Ah oui, non, mais clairement. Mais du coup, c'est ça que fait le regard des autres, il est important en fait. Comment dire, j'ai trouvé le mot. On interprète beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Ouais, Je suis pas sûre que les autres en face, finalement, ils se disent ça, quoi. Ils vont pas se dire, parce que en fait, s'ils sont pas là pour toi, parce qu'à ce moment-là, s'ils sont pas dispo, ils seront pas dispo et point barre. Ils vont pas se poser toutes ces questions aussi, tu vois. C'est ouais, comme par rapport à nos valeurs, en fait, on va interpréter des choses euh, et se dire, ben, mon amie, si je suis pas dispo pour elle à ce moment-là, elle va se dire ça, alors qu'en fait, elle va rien se dire du tout. Tu vois, c'est ça le truc. Et c'est souvent exactement. aussi bloqué. Mais c'est encore une fois, c'est par rapport à l'image qu'on a de nous, de se dire il faut que je sois une amie fidèle parce que si je suis une amie fidèle, elle aura forcément une image positive de moi. Oui. Et c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup ça avec mes clients aussi, c'est que le fait de lâcher prise sur le fait d'être tout le temps comme ça fait toute la différence. Parce que si on arrive à accepter que oui, on est généreux, mais il y a aussi des fois où on ne l'est pas et que c'est OK, tu vois, eh ben, déjà la pression sur nous, elle lâche. Et puis, ouais, déjà, on se lâche la pression vis-à-vis de nous. Et en plus, si c'est OK pour nous d'être généreux, mais des fois pas, le jour où quelqu'un nous critique en disant ouais, alors là, Alex, elle n'a pas été très généreuse, je ne vais pas le prendre mal parce que je vais dire ouais, c'est vrai. J'avais pas envie ou j'avais pas les thunes ou j'en sais rien. Mais je vais être en accord avec moi C'est ça. et du coup, ça va être OK. Donc, ça va plus être le drame si quelqu'un dit que je suis pas généreuse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, finalement, chez les gens hypersensibles, il y a aussi cette notion de susceptibilité en vrai, Oui, qui ressort beaucoup. Hein. On est très susceptible. Hein. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé aussi. Aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup moins susceptible. Ça m'arrive encore sur certains sujets. Il y a des sujets que je n'ai pas encore réussi à bien travailler, mais voilà, mais je suis vachement moins susceptible qu'avant. Mais on est très susceptible parce que ça nous touche vraiment la critique négative qui va nous être faite. Vraiment, elle est impactante. Tu te prends une balle dans le vide, quoi, tu vois, à ce moment-là. C'est vraiment ça. Hein. C'est fou l'intensité des émotions, de la manière dont on les reçoit, dont on les perçoit, dont on les vit, en fait. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas ça, en fait. Et c'est exactement ce que je te disais au départ, quand je disais, moi, pendant longtemps, je croyais vivre dans un monde de robots. Les gens, ils n'avaient pas de sentiments, pas d'émotions, parce que c'est tellement violent quand on reçoit une émotion négative, mais même les positives, hein, mais enfin voilà, quand on reçoit une émotion négative, que du coup, tu n'as pas envie de revivre ça, quoi. Tu n'as vraiment pas envie de le revivre. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye de s'adapter finalement, et qu'on essaye d'adapter notre image au regard des autres. ouais, c'est ça, c'est éviter la critique à tout prix. Je crois que c'est le but dans la vie avant de prendre conscience, enfin en tout cas moi, et alors qu'on n'y arrive jamais. Parce que la critique, elle est de toute façon là. Quoi. Moi, c'était. Alors, toi, tu disais que les gens te disaient quand tu étais petite que tu étais très sensible et qu'il allait falloir que tu te forges et tout. Moi, j'avais un autre caractère. Moi, je ruais dans les brancards, tu vois. J'étais pas d'accord avec un truc, je le faisais savoir, je disais non si c'était non, c'était non. Euh, et ça rendait fou mon entourage, quoi. Et je pense que du coup, ils se sont peut-être pas rendus compte de mon ultra sensibilité. Ouais. Et c'est ça que je voulais dire aussi pour les gens qui nous regardent, c'est que des fois, cette ultra sensibilité, elle est cachée sous cette rébellion, quoi. Ben, c'est ça, il n'y a pas de type en fait. Ça, tu vois, on sent bien qu'on est tous les deux hypersensibles. On n'a pas eu du tout le même parcours, la même façon de faire. Tu vois. Moi, gamine, je fermais ma gueule, je disais surtout rien, je voulais surtout pas qu'on me fasse de critique, fait que je sois parfaite.
Et par contre, ça faisait qu'aux 4 minutes, quoi. Tu vois, c'est que quand ça dégondait, ça partait, quoi, tu vois, parce que voilà. Et à l'inverse, toi, tu aurais tout le temps dans les brancards parce que tu supportais pas. Et du coup, il y a pas de type d'hypersensible, finalement. C'est pas, c'est comme il n'y a pas de type d'enfant surdoué ou il n'y a pas de type de haut potentiel, etc. Enfin, Exactement. on peut pas c'est pas, c'est encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec les étiquettes, c'est que finalement, il y a pas on peut pas faire entrer des étiquettes. C'est pas possible. Tout le monde est différent. Tous les hypersensibles sont différents. Ils vont pas vivre les choses de la même façon. Oui, il y a des choses qui reviennent comme la susceptibilité, l'intensité des émotions, le fait de tout le temps être à interpréter les choses, etc. Tu vois, il y a plein de choses qui vont revenir, mais ça va pas. Mais il y a pas. C'est pas parce que justement tu es dans les brancards que tu n'étais pas hypersensible. C'est pas parce que tu exprimais ce que tu voulais que tu n'étais pas hypersensible, etc. Tu vois. À côté de ça, ça fait pas tout. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit parce que je me suis un peu embrouillée là, mais Oui, oui, c'était clair. Et puis, tu vois, sur ce côté-là, on l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. À chaque fois, je dis, ouais, je pars dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, tu vois, parce que… Et ça aussi, c'est un truc avec l'image que j'ai de moi, tu vois, de me dire, moi, je pars dans tous les sens dans ma tête. Je sais que j'ai une pensée en arborescence comme beaucoup de personnes, voilà. Et du coup, eh ben, ça m'envoie une image de moi où j'ai l'impression que je me perds constamment et que du coup, je sais pas si j'ai l'impression que les gens ne me suivent pas en face, alors que la plupart du temps, ils me disent, mais si, on t'a très bien suivi, c'est toi dans ta tête qui penses qu'on ne suit pas, mais en vrai, on te suit, ça va, quoi, tu vois. Mais encore une fois, on a toujours des choses à travailler sur notre image, tu vois, par rapport à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, en termes d'émotion, d'intensité ou de fonctionnement. et puis la vérité, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui effectivement ne vont pas comprendre ce charabia, tu Ouais, vois. aussi, ouais. Et puis c'est aussi, on est confronté aussi à la réalité de se dire, bon, bah là, il va falloir que je recommence et puis que je fasse les choses correctement parce qu'il n'a pas suivi ou elle n'a pas suivi. Et ça, moi, ça m'arrive aussi plein de fois où je me dis, merde, ou bien où ça fait le monstre flop. Je dis un truc et il y a tout le monde qui me regarde, l'air de dire, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Parce que j'ai fait un lien qui, pour moi, paraît complètement logique Ouais. et qui, en fait, pour les autres, ne l'est pas du tout, quoi. Ouais. Moi, ce que je dis souvent, parce que je le vois faire, en fait, j'ai appris à m'écouter dans mes pensées en arborescence, tu vois. Et c'est très, très drôle. Et du coup, je me suis rendu compte justement que quand tu fais des liens, en fait, c'est pas tu fais un lien comme ça, tu pars de là et tu vas là. C'est en fait, ça fait tac, 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 tu vois. Et du coup, forcément, toi, tu étais là, tu arrives là et les autres, ils n'étaient pas avec toi pour faire tous tes petits trucs là en 30 secondes, même pas dans ta tête, tu vois, ça prend un centième de seconde et tu arrives là. Et forcément, les gens, ils te regardent, mais elle sort d'où? T'arrives quoi? Ils ne peuvent pas le faire, le lien, en vrai. C'est ça aussi, c'est se rendre compte que nous aussi, euh, autant les autres, enfin, autant on ne comprend pas forcément les gens, mais autant eux non plus ne nous comprennent pas. C'est ça, quoi. Il y a quelqu'un qui disait, c'est apprendre à être un pois chiche dans une boîte de lentilles. Ouais, c'est ça. Et je trouve très joli parce que… Et ça, je pense que ça aide de savoir qu'on est hypersensible. Donc l'étiquette, là, elle est aidante, si tu veux, parce que ça nous donne cette légitimité qui peut faire, ben, moi, à l'heure actuelle, ça me fait plutôt sourire. Je me dis, bon, ils n'ont pas compris, alors recommence différemment. Et puis attention, je ne veux pas que ce soit mal interprété parce que ils n'ont pas compris, ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont moins bien ou je ne sais pas quoi. Hein. Attention, pas du tout. Mais c'est juste que j'ai une façon de penser qui, pour la plupart des gens, n'est pas claire, quoi. C'est ça. Et ben voilà, maintenant je le sais. Donc quand je vois la tête des gens, je me dis, OK, là, ça n'était pas du tout clair. Donc je reprends. Ouais. Moi, je me rappelle parce que je n'ai pas cette capacité. Enfin, je vais essayer de réexpliquer, puis au bout d'un moment, je dois essayer bon, c'est quoi, je lâche prise. Tu vois. Et, euh, et je me rappelle, j'ai des gens qui, du coup, des fois, je dis, t'as compris? Enfin, oui, oui. Et je vois bien dans leur coup, ils aspirent à dire qu'ils ont Ah pas. non, je ne vais pas expliquer une 15e fois, ça suffit. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est intéressant, c'est comme toute chose, mais c'est vrai que quand tu ne te sens pas, et je pense que vu l'heure qu'il est, on va peut-être arrêter par là, à moins qu'il y ait d'autres choses à dire, mais quand tu te sens pas compris aussi par les gens, ça joue aussi beaucoup sur ton image de toi. Parce que tu as vraiment, on l'a dit au tout début, mais avec quand je racontais l'histoire du stylo où tu es nul, tu vois, et tout, tu vois. Mais quand les gens ne te comprennent pas, tu as l'impression que c'est toi qui es nul, en fait. Tu vois. Tu disais, oui, ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont nuls s'ils ne comprennent pas, mais moi, j'ai toujours l'impression que s'ils ne comprenaient pas, c'est que c'était moi qui étais nul, tu vois, que Oui, ouais, ouais, tout à c'est eux qui sont nuls, c'est non, c'est moi qui suis nul, quoi, tu vois. Et ça a vachement dévalorisé l'image que j'avais de moi quand j'étais gamine. fait. Ouais, c'est clair. Moi aussi.
Moi aussi, moi j'ai toujours cru que j'étais nulle, hein. Moi j'ai toujours cru que j'étais moche, nulle, grosse. Enfin, franchement, quand Ah, je c'est réfléchis pas à grave. comment je me voyais à l'époque, oh là là. Enfin voilà. Du coup, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter que tu voulais dire sur l'image de soi, l'hypersensibilité. Non, juste que ben, si il y a des soucis avec le rapport qu'on a à son corps, c'est bien aussi d'apprendre à mieux connaître son corps et qu'il y a plein de façons de le faire aussi, si jamais, qu'on peut aborder avec de l'accompagnement comme la confiance en soi ou l'image de soi. Ouais, c'est hyper important, hein. Moi, je me rappelle, j'ai fait une formation rapide. Alors, je ne me rappelle plus le nom de la personne. Et, si je le retrouve, il faudra que je le mette en dessous. Sur justement les cycles féminins, les cycles menstruels féminins, tu vois. Donc, tu ne te rends pas compte. Moi, j'ai du mal à supporter mes hormones, hein, forcément. Enfin, bref. Et je sais que la semaine d'avant mes règles, mais je suis comme ça. C'est Hulk. Bref, et du coup, et à chaque fois, on me le reprochait, tu vois. Et du coup, ça aussi, en fait, ça pesait sur mon image, tu vois, ça pesait sur mon image de femme, carrément, Oui, tu vois, l'image que j'ai de moi en tant que femme. Alors, déjà qu'elle n'était pas très belle au départ, tu vois, mais là, en plus, tu te dis, mince et tout. J'ai en gros, toutes les femmes, elles ont leurs règles, mais du coup, on me reproche de réagir de cette manière-là. Et en fait, de faire cette formation sur le cycle menstruel des femmes, ça m'a permis vraiment de détendre l'image que j'avais de moi en tant que femme et de me dire, non, mais en fait, c'est normal. Qu'est-ce qui vient de me saouler? Tu vois, c'est normal. C'est pas parce qu'ils arrivent à gérer ou qu'ils arrivent je sais pas, à faire semblant que tout va bien et qu'ils sont pas, enfin, j'en sais rien, tu vois, que moi, ben, moi, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et c'est comme ça. Et c'est pas grave. Ça fait partie de ce qu'est la femme et c'est normal. Et je pense qu'en tant qu'hypersensible, justement, te faire critiquer sur quelque chose qui est naturel en tant que femme, tu le vis encore plus violemment et ça dévalorise encore plus ton image de toi, en tant que femme. Du coup, là, je dévie un peu sur la notion de féminité de femme, mais c'est c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai deux amis qui ont les troubles prémenstruels. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais où c'est très violent, hein, la mini-dépression et la tension nerveuse, hein. Et ça, c'est hyper important, je trouve. ouais. Moi, je sais que du coup, j'en ai beaucoup parlé avec mon fils. Et du coup, lui, c'est devenu naturel, tu vois. Et du coup, quand je suis énervée, il regarde les autres, c'est pas grave, elle a ses règles. Il a quel âge? Il a 13 ans. Mais bon, C'est génial. Le jour où il est avec sa meuf, il saura. Il dit, c'est pas grave, elle a ses règles, ça va lui passer, quoi. mais c'est ça, tu vois, et j'ai trouvé ça super rigolo. La première fois que je l'ai entendu ça sur le coup, et tu vois, sur le coup, je me suis sentie vachement dévalorisée, tu sais, parce qu'il disait aux gens que j'avais mes règles, tu vois. Et ça aussi, c'est vachement tabou en vrai, tu vois. Ouais. Il y a un Bah côté oui. très tabou. Et donc, je l'ai regardé, j'ai fait, mais il se fout de moi, quoi, tu vois. Et tu vois, quand tu parles des enfants qui ont une façon de voir des choses, de dire des choses qui est hyper différente, et que c'est nous, finalement, en tant qu'adultes, qui les forçons à rentrer dans une image de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de machin, etc. Et bien, du coup, je me suis vachement sentie mal. Comme une fois où, pareil, quand j'étais au chômage, un jour, un copain, lui, dit, elle fait quoi ta mère? Ouais, ben, elle est au chômage. Je l'ai vachement mal vécu, ça a été violent pour moi. Et du coup, je lui dis, on sort et je lui dis, mais franchement, je fais, c'est pas cool et tout de dire ça comme ça et tout. Il me fait, ben quoi? Il fait, c'est super, moi je suis contente que tu sois au chômage, je te vois tout le temps, tu viens me chercher, je mange pas à la cantine, tu passes du temps avec moi, c'est génial. Et en fait, pour lui, c'était quelque chose de positif, genre, ma mère, c'est trop cool, elle est au chômage, tu vois. Et moi, je le vivais super. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, on te met des images sur certains concepts qui vont venir te dévaloriser encore plus. Et c'est constant tout au long de ta vie. Et que tout au long de ta vie, tu auras des trucs à travailler sur ton image. Tout à fait. Enfin bon, sur ce, Alex, vraiment merci d'être venu. Ça a été super intéressant. J'ai beaucoup apprécié partager ce moment avec toi. J'espère pouvoir recontinuer sur d'autres sujets plus tard si ça t'intéresse. Avec plaisir. Je vais te souhaiter un excellent week-end, oui, parce qu'on enregistre en avance, mais voilà, je te souhaite un excellent week-end, Alex. Merci, toi. Euh, et puis, ben, écoute, je te dis à bientôt. Si jamais tu veux faire partager des liens pour ce que tu fais, pour ta page, etc., je les mettrai avec la vidéo pour que les gens puissent te découvrir. Ça peut être intéressant aussi qu'ils viennent voir un peu ton monde parce que tu as un monde qui est super intéressant et qui, un monde un peu magique, très festif. À chaque fois, moi, je vois des trucs que tu fais, c'est toujours très plein d'énergie, très plein de joie. Ça donne vraiment envie de continuer à te suivre.
Donc, hop, je te demanderai de m'envoyer tout ça tout à l'heure pour que je puisse les remettre correctement. Oui. Puis, eh bien, écoute, je t'embrasse et je te dis à bientôt. À bientôt. Bye tout le monde.